Bonjour à toutes et tous, c'est Elsker, on se retrouve pour le 9e épisode de Philopolitique. Et aujourd'hui on va parler de la main invisible du marché. Est-ce que la main invisible du marché est la panacée? Attention, les propos tenus dans cette vidéo ne sont pas forcément vrais. N'hésitez pas à les remettre en cause. D'autre part, ce que j'avance dans cette vidéo n'est pas forcément mon opinion au moment où vous l'écoutez. Mon opinion a pu changer. Enfin, je vous demanderai de ne pas extrapoler à partir de cette vidéo des positions politiques et ou philosophiques que j'aurai. Les propos tenus dans cette vidéo n'ont pas vocation à être entendus comme un engagement politique et ou philosophique de ma part. Ce ne sont que des réflexions que je vous partage. Pour plus de renseignements, je vous renvoie à la vidéo de présentation de cette série dans la description. Bon visionnage, ou plutôt bonne écoute. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par main invisible du marché? Main invisible du marché, c'est une métaphore qui désigne cette idée que si chaque individu agit égoïstement, en égoïste, dans ces échanges, dans un marché du coup d'offreurs et de demandeurs, eh bien, ça permettra d'aller, si tout le monde agit égoïstement, ça permettra d'aller vers le bien commun, d'agir pour le bien commun. Cette idée que si chacun agit égoïstement, la société ira mieux. En gros, qu'on agira tous. Qu'agir pour soi, c'est agir pour tous. Pour simplifier, bien sûr. C'est une théorie, il n'y a pas de main invisible. C'est une métaphore, pardon. C'est une métaphore, il n'y a pas de main invisible du marché, il n'y a pas d'une vraie main invisible, c'est juste une métaphore. Comme si cette main invisible nous poussait vers le progrès de la société, vers le bien commun, vers une amélioration de la vie de chacun, etc., vers le bonheur pour tous. Tout ça en agissant pour soi-même, égoïstement, dans un marché plus ou moins libre. Bien. Après, panacée. Est-ce que justement un marché, du coup, et cette idée, cette théorie, cette idée que agir égoïstement permettrait d'aller vers le bien commun, est-ce que c'est la panacée? Qu'est-ce que c'est que la panacée? La panacée, en gros, c'est une solution à tous nos problèmes, c'est une solution miracle. Pour résumer, en gros, je pense que tout le monde comprend, ça veut dire, ce que j'entends par cette question, la main invisible du marché est-elle la panacée? En gros, est-ce qu'il n'y a pas quand même des endroits où la main invisible du marché, où cette théorie a ses limites, où agir égoïstement dans un marché plus ou moins libre, dans un marché même libre, ce serait encore mieux pour la théorie. Est-ce que ça n'aurait pas en contradiction avec le bien commun dans certains cas? Alors tout d'abord, on va parler des fonctions régaliennes de l'État. Pourquoi les fonctions régaliennes de l'État? Parce que s'il y a un marché absolu, tout ça, l'État n'a pas à s'immiscer. C'est vrai que ça pourrait être un acteur comme un autre, c'est vrai. Mais l'État surplombe le marché. Il l'encale même parfois. Même si là, c'est pas dans les fonctions régaliennes. Dans les fonctions régaliennes, il y a monnaie, armée, et police et justice. En gros, monnaie, sécurité extérieure et sécurité intérieure. Bon, pour la question de la monnaie d'abord. La monnaie, est-ce que c'est vraiment une fonction régalienne ou non? C'est débattu, surtout que maintenant, en Europe par exemple, ce n'est plus du ressort de l'État, mais de la Banque Centrale Européenne, qui est une institution indépendante des États, et de la Commission Européenne, le Parlement Européen, même si, bien évidemment, les traités qui la fondent, voilà, toutes les lois qui fondent la Banque Centrale, ses règles, etc., ont été faits par les États, mais dans son fonctionnement, elle est indépendante. Et elle gère la monnaie. Elle émet de la monnaie sur le marché, notamment par le biais des banques, par le biais aussi directement de subventions, parfois de subventions directes à des entreprises, mais généralement c'est par le biais des banques qui, en créant de la monnaie, je vais pas vous faire un cours d'économie, je vais vous renseigner sur la création monétaire et sur différentes théories, qui, en créant la monnaie, les banques, en créant la monnaie, elles ne créent pas réellement la monnaie, bien sûr,
c'est la banque centrale ensuite qui leur donne en contrepartie de la monnaie. Donc c'est la banque centrale qui crée de la monnaie, mais c'est la banque qui gère la demande de création de monnaie, entre guillemets, hein, pour vraiment simplifier énormément. Il faut se renseigner, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Bref, la monnaie est gérée par une banque centrale et pas par le marché directement. On n'a pas des personnes qui émettent de la monnaie directement. Enfin si, on peut le faire, hein. On pourrait créer sa propre monnaie, mais elle n'aurait pas de valeur tant qu'elle ne serait pas utilisée par des gens, que des gens n'auraient pas confiance en elle, ils l'utiliseraient au quotidien. Ça existe hein, dans le monde des monnaies locales. Pas de souci. Donc, est-ce que c'est une fonction régalienne de l'État? Ça c'est en questionnement, c'est une question ouverte, et plein de personnes ont des avis différents. Et je ne vais pas trancher. Mais est-ce que, pour avoir un marché libre de la monnaie, de la création monétaire, ça semble compliqué. Déjà, premier frein, même si c'est pas un gros frein, hein, on peut dire, c'est en dehors du marché, ce n'est pas si important, donc en réalité c'est assez important pour gérer les niveaux d'inflation, la quantité de monnaie est assez importante, la quantité de monnaie est assez importante, je veux pas dire qu'il y a beaucoup de monnaie, je veux juste dire que c'est assez important de savoir, de gérer la quantité de monnaie qui circule, pour qu'elle soit en adéquation avec les besoins de l'économie. Mais c'est pas le marché qui le gère. Ensuite, l'armée. Hein, puisque la monnaie, c'est pas si important, c'est pas une fonction, c'est pas forcément, on sait pas si c'est forcément une fonction régalienne de l'État. En tout cas, ça semble pas pouvoir être géré par un marché. La monnaie, par la suite, est gérée dans des marchés financiers parfois, mais la création monétaire, non. Après, du côté de l'armée, du côté de la sécurité extérieure. Si on imagine un marché absolu, un état mondial n'aurait plus besoin d'armée. Donc cette question ne s'oppose pas tant que ça. Le marché c'est pas incompatible avec l'armée, puisque l'armée on peut s'en passer, entre guillemets, s'il y avait un gouvernement mondial, s'il y avait un état mondial. Ce qui n'est pas le cas, hein, et il n'y a pas grand monde qui le souhaite. En tout cas, pas sur le plan politique, le plan diplomatique, disons dans les échanges explicites, hein, il n'y a pas de... On n'entend pas par exemple Donald Trump, Angela Merkel, Xi Jinping, ou je sais pas moi, Boris Johnson, Emmanuel Macron, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, hein, au Mexique, dire qu'ils sont pour le gouvernement mondial. Personne ne le dit, même si certains peut-être le veuillent au fond d'eux, personne ne le dit, du coup ça va pas arriver, une armée mondiale, une armée du coup qui disparaîtrait au final si le monde est uni dans un grand état. Mais il y a des personnes qui le souhaitent, hein, bien sûr, les citoyens. Donc l'armée c'est pas vraiment un problème. D'accord, mais haute fonction régalienne, et là, on commence à arriver à une limite du marché, la police et la justice. On peut pas imaginer une police qui soit gérée par des entreprises dans un marché concurrentiel. Parce que du coup, les pauvres et les riches seraient désavantagés. Les riches ayant plus d'argent pour pouvoir se payer une police qui permettrait de les protéger. Ce qui est déjà le cas en partie, hein. Mais quand même une police qui est liée aux collectivités, liée à l'État, pour protéger la population, même les plus pauvres. Et du point de vue de la justice, là par contre, c'est autre chose. Parce que pour faire les lois, on peut pas imaginer qu'il y a un marché des lois. Après, pourquoi pas, mais ce serait quoi? Une espèce de démocratie directe, où chacun offrirait des lois, et pourrait du coup proposer des lois, ce serait un peu les offreurs, tout le monde serait offreur à la fois demandeur, proposerait des lois, puis s'il y a la moitié de la population qui vote oui pour cette loi, elle est adoptée, elle peut être révisée bien sûr par la suite, etc., selon l'offre et la demande des lois par les citoyens, par une espèce de parlement digital. C'est possible. Ce serait une espèce de marché des lois. La police est un frein, la justice aussi. Après, c'est une question de savoir si c'est bien ou c'est mal, pour le bien commun ou pas pour le bien commun. Parce qu'on peut imaginer qu'une démocratie directe où chacun gérerait son offre de loi, etc., peut-être que ça permettrait plus d'éducation de la population, mais est-ce que ça
serait bien pour tous, c'est un débat autour de la notion de démocratie. Je ne vais pas rentrer dans celui-là. Maintenant, on va plutôt parler d'un cas ou plutôt d'un ensemble de cas où on a du mal à voir le marché à résoudre les problèmes directement. On va parler des problèmes écologiques. J'aurais pu parler des problèmes sociaux, inégalités sociales, etc., etc., mais je suis un peu moins calé que sur l'écologie, et j'ai préféré choisir l'écologie qui, personnellement, m'intéresse le plus, et j'avais plus de choses à dire dessus. Alors la croissance, peu importe les conséquences, mais oui, c'est un problème. Si on laisse le marché faire, on a de la croissance, on a des problèmes démographiques, on a la surconsommation, et du coup des problèmes de santé physique et psychique. Si par exemple on a un marché des drogues, puisque les drogues ne seraient pas interdites, puisqu'on serait un marché libre, ça pourrait causer de gros problèmes, des problèmes liés à la démocratie. À la démographie, c'est pas du tout la même chose. Et la démographie a des conséquences. Il peut y avoir des problèmes liés à la démographie. Je pense à quoi ? Je pense au manque d'espace, à la densification des métropoles, à la surconsommation, à l'épuisement des ressources halieutiques, ressources en métaux, ressources pétrolières, etc. On en a déjà parlé dans un autre épisode. Si vous voulez plus vous renseigner, ne regardez pas forcément l'épisode de philo politique. Moi, j'aborde des problèmes et j'essaie de répondre à des questions en essayant de nuançant mes propos quand même un minimum. Mais j'en ai quand même parlé des problèmes démographiques. Dans la vidéo, sommes-nous trop nombreux ? Épisode je sais plus combien, je crois l'épisode 6 ou 5. Alors, vous pouvez regarder dans la playlist. J'ai parlé sommes-nous trop nombreux, j'ai parlé de démographie, et je vais pas développer ici, parce que ça voudrait dire rajouter encore une dizaine de minutes à cet épisode qui, à mon avis, sera déjà assez long. Bref, la croissance, peu importe les conséquences, c'est un des problèmes d'un marché libre. Même si la croissance peut devenir une décroissance en période de crise, bien évidemment. En période d'effondrement, ça devient une décroissance subie, mais les effondrements, ils sont rares, les effondrements de société, ils sont rares même si ça existe. L'île de Pâques, ça a été un effondrement, mais bon. C'est un des exemples rares. L'Empire romain, on a du mal à parler d'effondrement quand même si on a quand même basculé après l'Empire romain dans un Moyen-Âge, avec beaucoup de divisions. En tout cas au début. Non, pas forcément au début, il y a eu quand même l'Empire de Charlemagne en France, qui a quand même... c'était des conquêtes, un peu. Bref. Je m'égare, je sais même plus où j'en étais. Je m'égare sur quoi est-ce que je m'égarais ? Sur l'effondrement et tout ça, sur les problèmes, sur la croissance, sur le fait que la croissance pouvait devenir une décroissance, même avec un marché libre. Peu importe, c'est pas la question. Donc on continue sur les problèmes écologiques, du coup l'absence d'anticipation des risques. Et c'est là que ça devient intéressant. L'essence au plomb, la couche d'ozone, avec différents produits qui l'abîmaient, dont je ne me souviens plus le nom, je vous laisse rechercher, je crois que c'est les fluochlorures ou quelque chose du genre. Recherchez vous-même, c'est pas important, de toute façon, c'est pas ce qui compte là, changement climatique, destruction de la biodiversité, etc. Le marché n'anticipe pas ce genre de choses, les demandeurs n'anticipent pas ce genre de choses. Du coup, les offreurs ne s'adaptent pas en fonction. Et sans réglementation, on voit mal, sans taxe par exemple, sans interdiction, comme l'interdiction du plomb dans l'essence, ou de la vente de ces fameux produits, notamment dans les aérosols qui ont détruit la couche d'ozone, les problèmes auraient pu s'aggraver. Et ça aurait pu devenir vraiment un problème majeur, notamment pour la couche d'ozone, ou aussi pour l'essence au plomb. Et pour le changement climatique, on est en plein dedans, pour la destruction de la biodiversité, on est en plein dedans. Les États essaient de faire quelque chose, du point de vue, essaient de faire quelque chose un petit peu, parce qu'il y a quand même une demande liée à des lobbies, quand je parle de lobbies, c'est pas forcément négatif, des lobbies environnementaux, je parle de Greenpeace, aussi les partis écolos, et tout ça, voilà, qui ont poussé les États à faire quelque chose, et aussi parfois les entreprises, mais vraiment ça reste
encore léger par rapport à la problématique. Mais bon, c'est pas non plus jugé, on va pas partir là-dessus, ça risque de prendre beaucoup trop de temps. Donc tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une absence d'anticipation des risques. Le marché anticipe pas les risques, parce que les demandeurs eux-mêmes n'anticipent pas les risques. Parce que quand vous êtes demandeur, quand vous êtes consommateur, vous ne faites pas attention à toute la production. Vous n'avez pas le temps de regarder toute la production, alors l'essence, voilà, il y a du plomb, qu'est-ce que ça fait que le plomb? Ah, le plomb, si on respire du plomb, si on touche du plomb, tout ça, si on en touche, ça devrait aller. Si on respire des vapeurs de plomb, je sais même pas si ça dit vapeur de plomb, mais bref, si on respire du plomb, on risque d'avoir des problèmes dans les poumons, on risque de développer des maladies, etc. Donc faut pas acheter d'essence au plomb, et du coup, la demande d'essence au plomb diminue, à faveur d'essence sans plomb. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est pas comme ça qu'on a arrêté l'essence au plomb. Et du coup, le marché agirait contre le bien commun. Contrairement à la métaphore, à la théorie d'un marché libre qui, par la concurrence égoïste des demandeurs, des offreurs dans un marché, ferait que tout ceci irait vers le bien commun. Ce marché, cette concurrence égoïste entre acteurs, entre différents acteurs, permettrait d'aller vers le bien commun. Ben, non. Pas dans ce cas-là, pas dans les problèmes écologiques, à cause du problème d'anticipation, de l'absence d'anticipation, on aurait du coup des retombées néfastes sur tout le monde. L'essence au plomb, la couche d'ozone, le changement climatique, destruction de la biodiversité, et j'en passe, d'autres problèmes écologiques. Et ça s'arrête pas au problème écologique. Bien sûr, il peut y avoir d'autres problèmes, manque d'anticipation, notamment du point de vue social. Aussi d'autres problèmes qui sont pas liés au manque d'anticipation. Mais bon, je ne peux pas faire tous les problèmes, déjà parce que j'en oublierai, c'est sûr. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même des limites. Maintenant, on va partir sur l'hypothèse du marché absolu, omniprésent, universel, et on va voir quelques-unes de ses conséquences néfastes, s'il y avait un marché absolu, omniprésent, universel. Problème des monopoles d'abord. Eh oui. Des monopoles et des réglementations du marché. Les monopoles, pourquoi est-ce que ce serait un problème? Car les monopoles imposent leur prix un peu au marché. Imposent leur prix au détriment des concurrents. Ce qui peut leur permettre, s'il n'y a pas une bonne réglementation des monopoles, que ces monopoles deviennent trop puissants et empêchent l'émergence d'une autre concurrence. L'oligopole en partie aussi fait ça. Hein. L'oligopole, c'est quand il y a plusieurs acteurs très puissants. Ce qui est notamment le cas dans, je crois, les télécommunications, aussi pour, donc je parle Orange, Bouygues, SFR, Free, vous pouvez m'en citer d'autres, très peu. C'est eux les plus gros, en tout cas en France. Non, je parle de la France, là, essentiellement, parce que je ne sais pas, je ne suis pas dans les autres pays. Je ne m'intéresse pas aux télécoms dans les autres pays. Bref, on aurait un problème lié au monopole et aux réglementations. Eh oui, sans les réglementations, on l'a vu, et sans plomb, il y en aurait peut-être encore. Même aujourd'hui. Les vendeurs existeraient encore. Les offreurs aussi, forcément. Il y en aurait toujours des maladies liées au plomb. Qui existent toujours, hein, bien évidemment. Je suppose qu'il y a quand même quelques personnes qui se font intoxiquer au plomb. Malheureusement, hein, des accidents, ça arrive. On en aurait beaucoup plus. C'est ça que je voulais dire. Donc, il y a des réglementations du marché, il y a des taxes, notamment les taxes. Taxes qui jouent beaucoup pour réglementer le marché. Les cigarettes, le tabac. Les taxes, la TVA sur le tabac, les taxes sur le tabac, tout ça permet de réguler le marché. La demande de tabac serait peut-être encore plus forte si il n'y avait pas ces taxes. Et est-ce que c'est bien pour tous? Ça le semble en tout cas. Autre problème que les monopoles, que les réglementations qui sont pourtant bénéfiques, et que leur absence qui serait plutôt néfaste sur l'ensemble de la société, donc contre le bien commun. Autre problème, l'irrationalisme de la culture. Et oui, parce que la culture ce n'est pas rationnel. La culture c'est pas rationnel, c'est de la tradition. C'est de la tradition. La culture est différente sur les lieux. Et elle ne va pas forcément dans le sens du bien commun. Et un marché
absolu, omniprésent, universel, mettre en concurrence la culture, les cultures entre elles. Est-ce que du coup on arriverait à une meilleure culture? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que dernier point, les demandeurs, les consommateurs ne sont pas rationnels. Ils agissent selon leurs sentiments, selon leurs coups de cœur, notamment. Donc on aurait un monde basé sur les sentiments et non sur un égoïsme rationnel, contrairement à ce que des économistes classiques et néoclassiques voudraient dans leur théorie. Donc je vais essayer de conclure sans récapituler, parce que la vidéo est déjà assez longue. Tout ce que j'ai voulu montrer là, c'est pas être pour un marché, c'est pas entrer dans ces débats d'économistes de gauche, de droite, etc., entre la nationalisation, la privatisation, tout ça. Non, tout ce que j'ai voulu montrer, c'est que le marché a ses limites. La main invisible du marché est une métaphore qui est intéressante, elle n'est pas nulle, elle n'est pas fausse, elle est très intéressante, elle marche dans bien des cas, dans bien des marchés, mais, d'ailleurs je pense pas que le marché non plus soit une mauvaise idée, c'est pas ce que je dis non plus, mais il n'empêche qu'il y a quand même des endroits où ça pêche, des endroits où ça ne va pas. Et c'est là où je voulais en venir. Je ne suis pas expert en économie, loin de là. J'ai eu très peu de cours en économie, je me suis très peu formé en économie, mais j'ai quand même essayé d'y réfléchir aujourd'hui à cette idée de main invisible du marché, à cette idée que ce serait une solution miracle, une solution de problème. Il y a très peu de personnes, à mon avis, qui pensent ce genre de choses, hein. Mais c'est bien d'en rappeler, c'est bien d'y penser, c'est bien de penser des marchés, et après vous pourrez penser bien sûr aller plus loin, dans les débats, idéologiques notamment, mais pas que. Bref, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été intéressante, sinon utile, pour, disons, discuter du marché, dans quel cas on doit le réguler ou non. J'essaie de vous apporter, pas vraiment de vous apporter des choses très intéressantes, très développées, ça, écoutez plutôt des spécialistes qui parlent, qui débattent, notamment des spécialistes qui, dans un débat contradictoire, c'est assez intéressant. Mais j'essaie de vous éveiller à ce genre de choses, au travers de ces vidéos, et de m'éveiller moi-même, bien sûr, de m'intéresser moi-même, parce qu'en vous parlant, je m'intéresse moi-même, en faisant en essayant quand même de vous parler de choses que je n'ai pas l'habitude de voir, j'ai pas l'habitude d'y réfléchir. En parlant d'économie, j'essaie de vous, à la fois de me donner envie d'y aller, de réfléchir là-dessus, d'écouter des experts, d'écouter des économistes, bien sûr contradictoires, économies qui sont dans un débat contradictoire, bien évidemment. J'espère que vous ferez de même, au moins que cela vous a intéressé, que ça vous a peut-être appris des choses, je ne sais pas si ça vous apprend des choses, c'est pas vraiment le but de ce genre de vidéo. Bref, j'ai plus grand chose à dire, je commence à tourner en rond. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. À la prochaine pour le dernier épisode de Philopolitique, l'épisode 10, la fin de la saison. Et une prochaine saison, bien sûr, arrivera certainement, mais dans longtemps, parce qu'il faudrait déjà que je retrouve des questions, que je m'intéresse, voilà, j'ai envie de faire d'autres choses. Peut-être une saison l'année prochaine, peut-être avant, on verra bien. Bref, merci à tous d'avoir écouté, c'était Elsker, à la prochaine pour le dernier épisode de Philopolitique, ou dans d'autres épisodes de d'autres séries. Allez, salut!